Bonsoir Black, comment vas-tu? Ça va, et toi, Djilou? Ça va bien, donc merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie. Euh, alors, quelles sont tes activités paranormales? Alors là, les activités paranormales en ce moment, je peux dire qu'il n'y en a pas des masses, hein, ça fait pas mal de temps que j'ai rien fait. Si ce n'est quelques transcommunications instrumentales pour des amis. C'est ce que je fais le plus en ce moment, parce qu'avant, il y avait quelques enquêtes paranormales, bon, qui demeuraient rares quand même, hein, mais j'en faisais, je sais pas, une ou deux par an. Et puis là, ça fait au moins 2 ans que j'ai plus rien fait du tout. Donc avant, c'était un petit peu le bouche à oreille. Les gens, des fois, ils doivent m'appeler puis ils m'appellent pas, ou alors ils n'ont pas l'info, tout simplement. Donc du coup, le bouche à oreille, maintenant, c'est plus pour la TCI, la transcommunication. Et sinon, tu as un site internet, c'est Légendes et Paranormales? C'est ça. Il faut mettre sur un moteur de recherche, on met légendes des paranormales tout attaché. Et on atterrit sur mon site qui est un site amateur, hein, c'est pas non plus un truc super évolué, mais ça permet d'avoir les coordonnées, quelques enquêtes que j'ai faites. Et tu as aussi une page Facebook. Oui, Tu exact, oui. Et Ça- par le biais de cette page Facebook, reçois-tu des messages? Bon, je sais que tu l'as dit que les gens te rappelaient pas, mais bon, il doit quand même avoir une activité. Alors du coup, quand j'ai vu qu'au niveau bouche à oreille, j'avais plus rien, je me suis dit je vais faire une page Facebook, puisque c'est un procédé moderne pour se faire connaître. Mais non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Pas un coup de fil, pas un message. Non, ça n'a pas apporté ses fruits. Rien du tout. La page Facebook s'appelle Nice Recherche Paranormale. Mais c'est. Non, c'est. Je pensais que ça allait permettre aux personnes. En plus, il y a marqué Nice dedans, vu que j'habite à Nice. Recherche paranormale, je pense que c'est assez parlant. Mais non. Non, ça. Il faut dire qu'il y a tellement de groupes maintenant que. Bon, je suis un peu noyé dans la masse maintenant. C'est un peu. En ce moment, il y a énormément de groupes qui se sont formés. Oui, ça c'est vrai. Et tu animes aussi une rubrique sur EDH TV, l'objet. Ah L'objet oui, numéro 1, 2, ouais, 3. exact. Ouais. Est-ce que depuis que tu animes une rubrique sur les épisodes donc du Tour de France de l'étrange, Mhm. tu as eu peut-être des contacts Ben non plus. Mais par contre, c'est à la limite, je me dis que c'est pas grave parce que bon, après, tu vois, je gagne pas ma vie en faisant ça non plus, hein. Mais ça me permet à ceux qui s'y intéressent, de pouvoir transmettre quelque chose peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'intéressent au sujet, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne et si par le biais de mes vidéos, ils peuvent apprendre quelques trucs, ça sera déjà pas mal. Après, je fais pas ça pour cultiver l'ego ou essayer d'avoir une renommée, ça je m'en bats les couilles. au cours de la dernière vidéo où tu avais parlé donc de la TCI, tu avais montré la Spirit Box. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, la Spirit Box. Peut-être qu'ils l'utilisent mal. Ouais, possible. Donc peut-être aurais-tu deux ou trois petits conseils pour les auditeurs pour l'utilisation de la Spirit. Ah, alors pour la Spirit Box, je sais que maintenant ils ont sorti la PSB. 7. Là, ça c'est la 7 qu'on utilise nous, enfin que j'utilise moi, qu'on a utilisé ensemble. Ils ont sorti la 11 il y a quelques temps. Moi je suis très satisfait de la PSB 7. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas mettre la vitesse trop lentement, puisqu'on peut sélectionner la vitesse sur la Spirit Box. Si on met trop lentement, effectivement, on a plus de chances de capter des mots qui sont dans la radio et pas cette soupe sonore qui est formée et dont se servent les défunts pour former les mots. Donc il faut mettre, moi je mets à 150 la vitesse. Quel autre conseil je peux donner? Moi j'aime bien le support magnétique, hein, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos. Il y en a qui préfèrent le numérique, mais après tout il faut faire avec le support qu'on ressent le mieux et avec lequel on est le plus familier. Mais il s'avère que sur le magnétique il y a de bons résultats, donc moi je continue à me servir de ça. Sinon, le conseil aussi que je peux donner, c'est comme je le précise souvent, c'est quand on fait la séance, toujours le faire dans un bon état d'esprit, être concentré, être dans un esprit où on s'adresse quand même à des gens,
hein, on ne s'adresse pas à un caillou, quoi. Donc il faut être respectueux, puis en plus c'est des gens qui sont plus là, donc il faut être encore plus respectueux. Et si on s'adresse à des gens comme des connards, il ne faut pas s'étonner qu'on soit mal reçu. Hein, c'est comme dans la vie, quoi. Et aussi, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est quand on fait la TCI, on éteint d'abord la Spirit Box et après on éteint l'enregistrement, c'est ça que je voulais dire. Parce que si on fait l'inverse, si on éteint d'abord l'enregistreur et après la Spirit Box, on risque d'avoir un message sur la Spirit Box qui ne sera pas enregistré. Oui, d'ailleurs, tu as peut-être une petite anecdote qui t'est arrivée par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Au col de Vence, un jour, j'avais amené la Spirit Box pour faire un test parce qu'on me l'avait demandé. Et puis vers la fin, j'ai fait cette erreur de stopper l'enregistreur avant la Spirit Box et je disais bonne nuit donc aux entités. C'est complètement idiot parce que chez eux, je pense pas qu'il y ait de nuit ou de jour, mais bon, bref. Je disais bonne nuit, au revoir, bisous, enfin un truc comme ça, quoi. Et dans la Spirit Box, j'ai entendu bonne nuit, sauf que j'avais déjà coupé le magnétophone. Donc là, je m'en suis voulu parce que c'était quand même une réponse rapide et appropriée. Et pour en revenir aux séances de TCI, puisque donc j'y étais, donc on en a fait 2, que ressens-tu au cours de ces séances ? Alors, c'est très variable. C'est très variable parce qu'il y a parfois où il y avait des séances que j'ai faites où j'étais assez fatigué. Il y a d'autres fois où ça s'est très très bien passé. Là, la dernière qu'on a fait ensemble, c'était plutôt joyeux et ça, c'est des séances que j'aime beaucoup parce que ça se passe très bien. Puis on voit que les défunts, ils sont pas, ils ont beaucoup d'humour et puis contrairement à, c'est pas parce qu'ils sont passés de l'autre côté qu'ils ont perdu leur humour, hein, bien au contraire. Et ça fait plaisir de se dire que ils s'éclatent aussi. Ils se marrent comme nous, quoi. C'est pareil, sauf que eux, ils ont plus le corps pour parler et que mais il y a quand même leur âme qui est là et qui perdure le fait de rigoler un bon coup quand même. Lors d'enquêtes paranormales, il est possible que nous ayons à utiliser la planche Ouija. Celle-ci sera utilisée dans la partie finale mais indispensable de la communication avec les esprits. Bien sûr, avant cela, il faut enquêter pour savoir si oui ou non il y a réellement une hantise. Pour les différents appareils utilisés, vous pouvez voir mes précédentes vidéos. Je rappelle qu'avant d'envisager toutes les hypothèses surnaturelles, il faut éliminer toutes les hypothèses naturelles ou d'origine humaine. Nous en sommes donc au moment où, n'ayant pas de médium disponible, nous sommes aussi dans une zone qui ne capte pas les ondes radio et donc la Spirit Box est inutilisable, ou bien elle n'a pas donné de résultat. Il nous reste cependant une dernière carte pour pouvoir communiquer avec les esprits, la planche Ouija. Au cours d'une prochaine vidéo sur DHTV, tu vas présenter un autre objet, c'est le Ouija. Le Ouija est un peu, on va dire, d'après ce que j'ai vu sur internet, il y en a, ils pensent que ça marche, il y en a, ils pensent que c'est du pipeau, que en fait tu diriges, que c'est la personne qui dirige l'outil, quoi. Qu'aurais-tu à dire par rapport à tout ça? Alors, toi qui l'as utilisé. Ouais. Je l'ai pas utilisé des centaines de fois, mais c'est vrai que je m'en suis servi et que parfois c'était assez bluffant. Il y a plusieurs écoles là-dessus, hein. Effectivement, il y en a qui disent que c'est le subconscient des gens qui pousse la goutte sur la planche et qui fait qu'on a des mots qui se forment. Je sais pas trop quoi en penser vraiment, mais des fois ce qui est arrivé, c'est que ça dise des choses qui ne sont pas connues de la personne. Et là, à ce moment-là, on peut se poser des questions. On peut se dire, est-ce que la personne s'en souvient plus, mais que quelque part c'est dans sa tête et qu'elle influence la planche à cause de ça? Ou est-ce qu'on peut se dire que c'est effectivement quelqu'un qui répond et qui n'est pas que sous forme physique? Voilà, on reste dans l'expectative. Et la planche Ouija, parce que il y a aussi l'écriture automatique. T'en penses quoi de l'écriture automatique? J'ai vu qu'il y avait certains groupes qui en faisaient. Ouais. Alors, en plus, je sais qu'il existe plusieurs sortes d'écriture automatique. Il y a l'écriture automatique pure, où la personne se laisse complètement, quelque part, pas posséder, mais investir.
sa main bouge toute seule, et puis l'écriture se forme sans qu'il y ait aucun contrôle sur la main. Et il y en a aussi qui font l'écriture automatique intuitive, je crois qu'ils s'appellent comme ça, il me semble. Et c'est plus la personne a le contrôle de sa main, mais elle reçoit des informations, ou ce qui lui semble être des informations, ou un ressenti. Et donc elle retranscrit ce qu'elle ressent via ce mode de communication. Alors fiabilité, je ne sais pas du tout. C'est quelque chose que j'ai jamais fait personnellement. Donc je peux pas dire si, pour moi en tout cas, ça ne fonctionne pas. Mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui le pratiquent, je me dis que quand même, ça a sans doute une certaine part de véracité. Après, pareil, hein, on peut toujours se poser la question, où est la limite entre ce que l'on s'imagine être réel et le côté surnaturel? Est-ce qu'il y a une influence vraiment psychologique? Est-ce que tout est psychologique, ou est-ce que y a une partie qui est surnaturelle, ou est-ce que tout est surnaturel? À un moment, c'est dur de faire vraiment le ratio. Tu parles de la différence, et puis il y a quelque chose qui serait très bien de parler, c'est que bon, toi quand tu fais une enquête paranormale, quand quelqu'un t'appelle pour te dire que voilà, il y a des phénomènes qui pensent être paranormal ou venant d'on ne sait où, il faut quand même que tu précises aux auditeurs que t'es pas là pour récolter des preuves sensationnelles et pour que tu aies peur. Tu es là pour aider finalement les personnes. Ah bah oui, ça c'est vrai, tu as raison, c'est important de le dire. C'est parce que le vrai travail de chasseur de fantômes, entre guillemets, parce que c'est un terme qui est employé, qui est générique, que tout le monde comprend, mais on ne chasse pas un fantôme. Le vrai travail du chasseur de fantômes, c'est d'aider l'entité. C'est-à-dire que, moi je pars du principe que s'il y a une hantise à l'intérieur d'un appartement ou quelque part, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas réussi à s'élever, son âme donc, n'a pas réussi à partir de la terre, elle est restée coincée ici pour X raisons. Et le but du jeu, c'est de découvrir la raison pour laquelle elle est restée coincée, de débloquer, et à ce moment-là, la personne c'est le défunt pourra partir dans son monde meilleur, comme on dit, et pas rester coincé dans notre monde à nous, et ainsi les hantises vont cesser puisque la personne sera partie. On aura résolu le problème et la personne, le défunt, donc cette personne qui est hantée, pourra partir dans la lumière, comme on dit. Voilà, c'est ça le vrai travail du chasseur de fantômes, c'est ça, c'est de comprendre ce qui se passe et d'aider le défunt à faire son chemin. Et ainsi, les personnes qui ont la hantise en sont délivrées. Donc, quelque part, oui, c'est chasseur de fantômes, même si chasse, c'est pas un terme super génial. Et aussi, il faut que tu précises que tout n'est pas paranormal. Comme tout à l'heure en off, tu disais une porte qui claque n'est pas forcément un fantôme. Ah oui, ça c'est l'une des bases quand même pour quand on essaye en tout cas de faire du travail sérieux, c'est d'éliminer d'abord tout ce qui est naturel avant d'envisager un scénario paranormal. Si on est là à se dire que chaque phénomène que l'on vit c'est du surnaturel, une porte qui claque, un machin, s'il y a du vent, ouais, ça claquera, mais c'est pas surnaturel. Mais pour certaines personnes extrêmes quoi qu'il leur arrive, ça sera du surnaturel, alors que d'abord la raison, je pense, c'est d'éliminer tout ce qui est naturel et de passer après à ce qui est surnaturel. Donc vraiment, quand il n'y a plus aucune possibilité de choses naturelles, on peut envisager quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Donc en gros, tu es là pour aider, on va dire, les vivants, ceux qui par exemple ont une maison où ils entendent des bruits suspects, mais qui ne sont pas forcément suspects, qui s'expliquent de façon naturelle, et en même temps pour aider quand il y a un défunt qui n'arrive pas à sortir de la maison. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Si demain, ou si maintenant il y a un auditeur en écoutant cet entretien qui a des phénomènes curieux chez lui, tu lui conseillais quoi de faire en premier peut-être avant de te contacter? Déjà, faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que je sais très bien qu'on peut être effrayé par une situation, mais essayer peut-être que la personne qu'elle essaye de s'extraire psychologiquement de la situation et de voir ça avec un œil extérieur et de se dire, voyons si ce n'est pas quelque chose de complètement explicable d'abord.
C'est-à-dire, si on entend un bruit dans le placard, s'il y a des canalisations qui passent, enfin, faire des recherches dans le sens explication pure et simple, naturelle. Quelque chose qui est dans le 3/4 des cas, c'est ça, quoi. Et après, si vraiment il y a des choses qui sont un peu plus véritablement inexplicables, à ce moment-là, oui, on peut creuser sur l'historique du lieu, on peut voir le passé de l'endroit ou d'une personne qui serait dans l'endroit, qui trimballerait quelque chose, va savoir. Après, c'est une autre histoire, on va dire. Là, on s'attaque plus au phénomène surnaturel pur et dur, et là, il faut faire l'étude qui va avec, c'est-à-dire essayer d'en savoir plus sur ce qui pourrait être là, quoi. Blab, je te remercie pour cet entretien, et puis on se revoit en 2018. Ok. Ensemble, partageons le Tour de France de l'étrange. Inexpliqué, légende, paranormal, étrange, lieu mythique. ODH TV